Il est maintenant temps de commencer notre 141e réunion. Aujourd'hui, nous démarrons avec un peu de retard. On va essayer de ne pas accroître au cours de la journée. Et à tous ceux qui sont présents dans la salle ou ceux qui nous regardent par Internet, je me permets de rappeler que notre comité vit de l'argent, de la fortune de ses membres et que donc tous ceux qui n'ont pas encore adhéré sont invités à le faire et à régler leurs cotisations. Voilà, avec une déduction fiscale extrêmement importante en plus, hein, je le rappelle. Bon, alors ce matin, nous démarrons avec un exposé de Marvin Osturk-Bazin, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Il va nous parler des corps, instruments et iconographie, évolution dans les manières d'étudier l'Etna et les phénomènes volcaniques siciliens de 1830 jusqu'à 1892. Alors, il faut parler dans le micro, c'est bon. Est-ce que avec la souris, je pourrais... Normalement, il faut faire des clés, voilà, c'est ça. Et il faut rester dans le champ de la caméra. Voilà. Donc, assis ou debout, comme vous voulez. Alors, bonjour, oui, ça fonctionne. Je fais un test pour voir si les diapositives défilent. C'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marvin Osturk-Bazin. Je suis des études d'histoire de l'art à l'École normale supérieure de Paris. Et depuis 2 ans, j'ai mené une recherche en histoire des sciences dans le cadre d'un master à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ce master donc a porté sur la question des corps, des instruments et des formes iconographiques afin de restituer l'évolution des manières d'étudier l'Etna et les phénomènes volcaniques en Sicile de 1830 à 1892 en mettant en avant une approche donc matérielle et à partir d'un langage visuel. Pourquoi cette période 1830-1892 ? Eh bien, 1830, avant toute chose, c'est un moment charnière pour l'histoire de la géologie, avec la fondation de la Société géologique de France, où nous nous trouvons aujourd'hui. Aussi, la mise en place de la chaire annexe de géologie à la Sorbonne, première en France, et par la publication des principes de la géologie de Charles Lyell, qui ont permis la diffusion de la posture actualiste au moment, dans ce que je propose d'appeler le moment 1830. Par cette publication, tandis qu'on entrepercevait une histoire de la Terre bien plus ancienne que l'histoire de l'humanité, Lyell invitait les géologues à considérer le monde comme relativement stable et uniforme. Il suggère que les processus géologiques responsables de l'aspect actuel du globe sont toujours agissants et il s'oppose à la théorie catastrophiste qui est assez répandue alors. Parcourir le globe pour observer directement les phénomènes devient une nécessité et parmi les objets qui intéressent les géologues, les volcans sont l'objet qui permet, d'une certaine manière, d'assister à une échelle de vie humaine à des modifications conséquentes du paysage géologique. Ce sont des lieux saillants de l'activité du globe. Ce moment 1830 est donc marqué par l'affirmation de l'actualisme avec un nouvel essor du voyage savant, sur le modèle notamment des grandes expéditions de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, à la manière d'Humboldt, et par un intérêt pour les volcans. Cet intérêt pour les volcans est d'autant plus vif dans le Paris savant, où se croisent les idées et les savants de toute l'Europe, dans la mesure où émerge la théorie des cratères de soulèvement, qui est proposée par le savant et géologue allemand Leopold von Buch. La controverse qui s'instaure autour de cette théorie apporte un éclairage structurant pour toute cette première partie des années 1830, 1840, 1850 que nous allons aborder. Ensuite, pour la borne finale, 1892, comme nous le verrons, un changement d'état d'esprit intervient. Le voyage au volcan n'est plus considéré comme suffisant et les géologues et devenus vulcanologues réfléchissent davantage à l'intérêt d'observatoires fixes comme celui qui est fondé à l'Etna en 1879, date sur laquelle nous reviendrons. En ce qui concerne le terrain, j'ai donc choisi de m'intéresser à la Sicile de manière privilégiée et de centrer. Donc, par Sicile, j'entends l'aspect géographique, c'est-à-dire l'île ainsi que toutes les petits îlots qui se trouvent tout autour.
On ne voit pas la souris. Donc, tous les petits îlots qui se trouvent autour, les îles éoliennes, mais également l'île Giulia sur laquelle nous reviendrons, qui est au sud de l'île sicilienne. Et en prenant comme unité géographique ce que j'ai montré dans l'image en haut à gauche pour vous, où on voit donc le cratère de l'Etna et normalement, de plus près, on voit toutes les îles éoliennes qui se trouvent au loin. Ce qui montre qu'à partir du moment où le géologue est au sommet de l'Etna, il a une vision globale de l'ensemble de cette unité géographique qui fait sens, comme nous le verrons. L'objectif était de ne pas prendre aussi la Sicile en tant qu'entité politique et administrative. Cela aurait impliqué de s'intéresser au royaume des deux Siciles, et donc à Naples et au Vésuve. Or, l'objet de ma recherche consistait à restituer l'importance de l'Etna et de la Sicile dans le développement des études volcanologiques qui ont été, alors que l'Etna est longtemps resté dans l'ombre du Vésuve. Enfin, concernant l'approche méthodologique que j'ai souhaité adopter, alors je me suis basée sur toute l'histoire de la géologie, une histoire générale à travers les travaux essentiels de M. Gabriel Gouraud, de M. François Ellenberger, mais également à partir d'un certain nombre de publications du coffret Géo, ce qui fait que c'est d'autant plus un honneur d'être là présent aujourd'hui devant vous. Si à partir de ces ouvrages, j'ai pu découvrir peu à peu une approche matérielle à travers les carnets, mon approche c'est légèrement décalé dans la mesure où je me suis intéressée à une approche anthropologique des pratiques scientifiques, plutôt par en bas, si vous voulez, en me centrant au plus près du terrain et de la recherche se faisant, impliquant donc deux outils que j'ai mobilisés, c'est-à-dire les Visual Studies of Sciences, les cultures visuelles des sciences, ainsi que le Material Turn, le tournant matériel, m'intéressant à des travaux comme ceux de François Zaquet sur les petites mains et les coulisses de la science, la culture instrumentale, étudiée par Marie-Noël Bourguet et Christian Licope, les techniques du corps, m'intéressant donc à la suite de Marcel Mauss au corps comme instrument connaissant et comme instrument pour produire un savoir géologique. Les travaux de Bruno Latour, bien évidemment, sur le laboratoire, les réflexions sur les pratiques de terrain. Et enfin, j'ai abordé les travaux de Anne-Gaëlle Weber sur le genre du récit de voyage savant. Surtout, Martin Rudvik a constitué une étape importante dans mon raisonnement. Cet historien britannique a en effet accordé une place fondamentale au langage visuel en géologie et à son lien intrinsèque avec la formalisation et la fondation de la discipline. Les images sont conçues comme des instruments de travail, des outils heuristiques, qui participent pleinement à la constitution d'un savoir volcanologique. En termes de fonds, enfin, je me suis intéressée à des fonds de la Bibliothèque nationale de France, du Muséum d'histoire naturelle, des archives de l'Académie des sciences, de la Société géologique, de l'ENS et de l'École des mines. Ce sont des fonds essentiellement qui portent sur des savants français, mais j'ai eu à cœur de restituer à chaque étape, autant que possible, la place des idées et des savants étrangers, pour établir cette étude de l'évolution, ou plutôt des révolutions dans les pratiques vulcanologiques durant cette période de 60 ans, qui a permis aussi d'avoir un certain recul sur les phénomènes volcaniques qui dépendent de l'aléa. Dans un premier temps, je vous proposerai une réflexion autour des causes de la genèse des volcans, une réflexion sur les voyages savants et les débats autour de la théorie des cratères de soulèvement autour du moment 1830, avant de s'intéresser à l'émergence de nouvelles questions qui nécessitent un recours à une approche chimique et l'affirmation d'un nouveau cadre d'études autour de 1850. Enfin, 1879 marquera une date charnière dans la manière où, peut-être, à partir de là, une certaine conception du voyage savant se termine, et en parallèle, la sédentarisation des pratiques volcanologiques s'impose pour le cas de l'Etna. Alors, au moment 1830, pour avoir un tout petit aperçu des présupposés théoriques qui animent la communauté géologique, ce qui est mis en avant, c'est la théorie du feu central, avec celle de la fluidité interne de la Terre. Cette théorie donc s'impose, se diffuse à partir des écrits initialement de Buffon, puis de Houghton et de Playfair pour le domaine britannique. L'idée est que la Terre est un astre refroidi dont l'intérieur serait encore fluide et animé par une température qui lui serait propre, ce que montrent les travaux de Louis Cordier en 1827 devant l'Académie des sciences, montrant l'évolution de la température en fonction de la profondeur.
à travers une expérience dans les mines notamment. L'avantage de ce système est qu'il a une approche qui est globale, comme on peut le voir ici sur ce diagramme qui date du XVIIe siècle, où déjà la théorie du feu central commençait à être esquissée, où on se rend compte qu'il y a une interconnexion de l'intérieur de la Terre et de l'extérieur à travers les volcans, qui sont comme des soupapes de sécurité pour évacuer cette chaleur. Cette approche contraste avec l'ensemble des théories qui prônaient un embrasement des couches de houille ou de pyrite, qui étaient davantage en vigueur à la fin du XVIIIe siècle et encore au début du XIXe, à travers les travaux notamment du Britannique Humphrey Davy, directeur du laboratoire de chimie de la Royal Society, qui renonce en 1828, peu avant sa mort, à son hypothèse concernant la réaction par combustion des substances alcalinotéreuses, au profit justement de cette hypothèse du feu central, qui se trouve d'autant plus légitimée. Ensuite, l'autre présupposé, c'est celui de la théorie des cratères de soulèvement, justement, qui a été, pour aller très vite, qui a été mise en place autour de 1825 et en tout cas mise en avant dans la description physique des îles Canaries par Leopold von Buch. Cette théorie vise à expliquer la formation des montagnes de feu, des volcans, et ce schéma que je vous propose permet d'une certaine manière de comprendre la théorie de von Buch. Il présente sur sa théorie telle que autour du pic de Tenerife, que l'on peut voir ici. Et il montre que ce pic a la forme d'une citadelle qui se trouverait au centre d'une vaste cavité qu'il propose d'appeler un cirque de soulèvement, au milieu duquel justement s'élève le cône. Tout autour, on peut voir une muraille de roches en forme d'arc de cercle qui serait liée justement au soulèvement initial des couches horizontales sous l'effet d'une force verticale qui aurait par la suite subi quelques phénomènes d'effondrement avant de donner le résultat que l'on obtient là. Cette image est une matrice conceptuelle pour penser les volcans et leur formation tout au long des années 1830 jusqu'à 1860, comme nous le verrons. Il mentionne aussi dans ses travaux l'existence des îles volcaniques comme l'île Sabrina qui a émergé dans les Açores en 1811 avant de disparaître quelques mois plus tard, comme exemple d'un soulèvement, d'autant plus qu'il restait après la destruction par l'érosion de cette île des bancs de sable qui pouvaient laisser supposer un éventuel soulèvement. Aussi, lorsque la nouvelle circule en 1831 qu'une île s'est soulevée au fond de la mer au large de la Sicile, toute l'attention de la communauté des géologues se reporte dessus. Cette île, Constant Prévost l'aura nommée île Giulia. Elle fut nommée d'autres manières par les Britanniques et par les Italiens, île Fernandea ou île Graham. Cette île et cette éruption sous-marine est l'occasion d'observer à travers le prisme actualiste la genèse des volcans. Comprendre les mécanismes qui se produisent ici dans le cadre de cette éruption, c'est une clé de compréhension de la formation des volcans plus anciens, comme l'Etna. Aussi, dans le contexte de l'époque, une vive inquiétude suscite cet intérêt, dans la mesure où on se demande si ce n'est pas l'indice d'un éventuel soulèvement de l'ensemble d'une chaîne de montagnes au fond de la Méditerranée qui aurait remis en question l'ensemble des circulations économiques et des échanges diplomatiques au sein de cette mer intérieure qu'est la Méditerranée, d'autant plus qu'à cette époque, en tout cas pour le contexte français, c'est le moment des grandes expéditions militaires en Afrique du Nord et notamment la prise d'Alger. Aussi, le gouvernement, et en particulier le ministre de la guerre, mandate une mission pour se rendre sur l'île, la géolocaliser, ainsi que analyser à l'aide d'un géologue. C'est Constant Prévost, le fondateur de la Société géologique de France, qui fut appelé à accompagner la mission. Et donc cette mission, oui, visait à comprendre la formation de cette île et les éventuels risques à venir. L'expédition était commandée par le capitaine Lapierre à bord du navire du brick de l'État La Flèche. Et à bord de ce navire, Constant Prévost a pu nouer un certain nombre de relations avec les membres de l'équipage, comme nous le verrons, ainsi qu'avec le dessinateur Edmond Joinville, qui fut invité à participer à la mission. Constant Prévost, en quelques mots, a une formation de naturaliste. Il a étudié aux côtés de
Cuvier ainsi que de Brognard et est professeur de la première chaire de géologie qui est inaugurée à la Sorbonne en 1830. Tout au long des années 1820, ces nombreux échanges avec l'aïeul l'auront amené à remettre en question l'enseignement de ses maîtres et professeurs et à embrasser une approche actualiste. Plus précisément, pour en arriver à cette éruption sous-marine de 1831, elle a eu lieu en juillet et c'est début septembre que le brick de l'État fut envoyé depuis Marseille jusqu'en Sicile. Ici, je vous propose donc un dessin qui a été réalisé par Edmond Joinville, qui nous montre justement cette île qui a émergé avec le brick de l'État au premier plan. Cette île, elle apparaît ainsi dans les carnets de Constant Prévost, d'après... Alors, pour précision, je n'ai pas pu retrouver les carnets de Constant Prévost. Cependant, j'ai pu avoir accès à un ensemble de données qui y figuraient par l'intermédiaire de son principal biographe, Jules Gosselet, qui fut son élève, ainsi que par le catalogue des échantillons qu'a rapporté Constant Prévost au Muséum d'histoire naturelle. Cette île, donc, il la décompose en un certain nombre de sections qui apparaissent ici grâce à un ensemble d'annotations qui montrent le point de débarquement, mais aussi la partie du cratère intérieur ou encore les plans inclinés et concaves qui limitent le sommet de l'île. Par cette première approche, tandis que Prévost ne pouvait accoster dès le premier jour de leur arrivée aux abords de l'île, c'est une manière de commencer à la connaître avant même d'y poser les pieds. Le 29 septembre, le lendemain de leur arrivée aux abords de l'île, les conditions météorologiques permettent d'envoyer, non pas au brick de s'approcher, mais d'envoyer une petite barque que l'on voit en bas à droite avec 8 matelots, le matériel nécessaire à l'ensemble des relevés et ainsi qu'un ensemble de petits contenants pour prélever des échantillons. Le rôle des matelots fut particulièrement important dans cette traversée qui dura presque 2 heures du brick jusqu'à l'île, dans la mesure où elle était entourée par un ensemble d'écueils et par une eau jaunâtre, animée par un ensemble de courants plutôt violents. Au moment où Prévost débarque sur l'île, il ne me remet pas en question la théorie des cratères de soulèvement de Leopold von Buch, et même, il dit « J'aurais cru avoir sous les yeux un cirque figurant un véritable cratère de soulèvement. » Il réalise un ensemble, au cours de la traversée à bord de la barque, il réalise un ensemble de mesures à l'aide d'une ligne de sonde pour vérifier si tout autour de l'île, justement, il n'y aurait pas une muraille qui attesterait de la théorie, comme nous avons vu sur l'image matricielle. Lors de leur arrivée sur l'île, voici ce qu'ont pu découvrir Constant Prévost et les membres de l'équipe qui l'accompagnaient. Alors, ces dessins ont été réalisés à gauche par Edmond Joinville et à droite, vraisemblablement par Constant Prévost, où on peut voir toute la topographie de l'île ainsi que les lacs centraux qui ont été remplis d'une eau composée d'hydroxyde de fer. Cette eau, il faut avoir conscience que Constant Prévost l'a goûtée. Il l'a respirée pour essayer d'en déduire la composition. S'ancrant dans l'ensemble des pratiques empiristes, qui étaient celles notamment de Faujas de Saint-Fond, comme l'a montré la thèse récente de Guillaume Comparato à la fin du XVIIIe siècle. Il s'inscrit donc dans ce paradigme davantage d'une géologie proche du naturalisme, excusez-moi, il s'inscrit dans le paradigme du géologue naturaliste, davantage que les géologues qui le suivront. Sur l'île, il est intéressant de s'intéresser aux pratiques qui ont été déployées. En effet, une division des tâches a présidé à l'organisation de la mission, une mission qui s'est avérée collective pour maximiser l'efficacité du temps qui leur était alloué sur l'île. Tandis que le docteur Beau faisait des expériences thermométriques, M. de Franlieu fit sonder le cratère et Joinville se mit à faire des dessins, comme celui que nous voyons ici. Sur l'île, Prévost, quant à lui, est libre de pouvoir observer les roches qui s'y trouvent et de pouvoir étudier l'agencement des différentes strates. C'est carnet et crayon en main qu'il va réaliser notamment le schéma que je vous propose ici en haut à gauche, qui montre les stratifications entrecroisées des cendres et des scories sur l'île Giulia. Par ce dessin, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de la réalité. La réalité telle que
qu'il pourrait davantage être exprimé par le dessin de Joinville, qui montre que ces stratifications n'étaient pas évidentes. Par ce schéma, Constant Prévost a réalisé une modélisation de ce qu'il pouvait voir. D'une certaine manière, il a construit le réel pour le rendre davantage explicite et pour pouvoir accompagner l'ensemble des échantillons qu'il a rapportés et qui sont aujourd'hui conservés au Muséum d'histoire naturelle dans la galerie de minéralogie, qu'on peut voir ici, avec notamment en bas à gauche les cendres de la pente intérieure du cratère, ou encore à droite des scories qui ont été ramassées le long du cratère extérieur. Ce qui est intéressant avec cette stratification, c'est qu'elle met en avant deux diagonales différentes qui montrent justement qu'il n'y a pas eu un soulèvement dans un sens, mais que l'ensemble des matériaux ignés se sont accumulés au fur et à mesure du déroulé de l'éruption. Aussi et avant tout, à travers ce schéma, il est intéressant de comprendre que, et de ces échantillons, que Constant Prévost n'a pas trouvé de traces de matériaux rocheux qui auraient été soulevés du fond de la mer, uniquement des matières pulvérulentes ou des matières meubles qui, justement, ont conduit à l'érosion prématurée de l'île qui disparut quelques mois plus tard. Dans le catalogue descriptif, chacun des échantillons tels que nous pouvons les voir ici ont été accompagnés d'une description de leur emplacement, ainsi que d'une description très précise de la manière dont ils ont été recueillis. Il faut les mettre en relation avec la carte de l'île Julia qui a été réalisée conjointement par Edmond Joinville et par Constant Prévost et qui permet de quadriller l'ensemble de l'espace étudié. Et justement, chacune de ces différentes zones permet de localiser en lien avec le catalogue l'endroit d'origine des échantillons. Tout ceci participe d'un entremêlement de la spatialisation des échantillons et des analyses qui sont menées par Constant Prévost. Sur ces cartes aussi, et avant tout, ce qu'on peut voir, c'est l'évolution progressive du dessin qui va essayer de rendre compte de la topographie de l'île à l'aide de lignes de niveau que malheureusement on ne voit pas ici sur le schéma tout à gauche. Et la progressive mise au carré, d'une certaine manière, géométrique et mathématique de l'île, comme ce qu'on peut voir sur le dessin tout à droite, qui a été publié dans les notes sur l'île Julia par Constant Prévost, afin de servir à l'histoire de la formation des montagnes de feu. Pour se positionner par rapport à la théorie des cratères de soulèvement, Constant Prévost part de l'image. Il part notamment de cette carte qu'il a réalisée et publiée dans le même document, où on peut voir normalement deux segments qui traversent l'île Julia, qui se trouve légèrement au sud de Tchaka, dans la partie sud de la Sicile. Et ces deux coupes lui ont permis de réaliser en haut et en bas de l'image, respectivement, des coupes bathymétriques qui donnent accès à la topographie sous-marine qui entoure l'île Julia. Ces deux segments traversent un ensemble d'îles comme l'île de Malte jusqu'à l'île Julia avant d'arriver en Sicile, ainsi que le banc de l'Aventure et le banc de Nerita, qui sont des bancs de sable qui entourent l'île. Et justement, Constant Prévost privilégie une approche minutieuse de ces mesures, dans la mesure où, s'il s'était contenté des mesures obtenues par les lignes de sonde, il aurait effectivement remarqué une diminution de l'altitude tout autour de l'île, avec une légère augmentation liée à ces bancs de sable, ce qui aurait corroboré l'hypothèse de Von Busch. Cependant, il a été plus loin et il a remarqué que, notamment le banc de l'Aventure, que l'on peut voir en bas à gauche de ce document, le banc de l'Aventure se prolonge à l'horizontale sur une certaine distance, ce qui montre son indépendance vis-à-vis de l'île Julia et ce qui venait, par l'image, démontrer les limites de l'application de la théorie de Von Busch pour justifier l'émergence de l'île Julia. À la suite de cette mission sur l'île Julia, Constant Prévost, sur les conseils de Humboldt et de Thénard, et sur leurs instructions de voyage qu'il a reçues avant de se rendre en Sicile, a réalisé une observation comparative de l'ensemble des structures volcaniques de la région sicilienne. Et en particulier, il s'est intéressé au cours de son ascension à l'Etna, qui eut lieu en novembre, en compagnie de Gemelaro, en compagnie des autres membres de l'équipage du Brick La Flèche, et de guides également, qui permettaient, alors qu'il y avait de la neige, d'éviter de tomber dans les crevasses
qui présentait un danger certain à cette période de l'année. Et il a pu observer donc la grande proximité entre le cratère sommitien de l'Etna, que l'on voit dans le document ci-dessus, qui provient du catalogue des échantillons du muséum, et la partie inférieure, qui est en fin de compte une vue de la face nord de l'île Julia. Cette grande proximité et cette approche comparative a été permise par son carnet de terrain qui permettait justement de voyager, de naviguer à travers les différents schémas, à travers les différentes étapes de l'observation. Et c'est ce qui lui a permis d'établir une forme de généralisation de son approche afin de contester l'application de la théorie des cratères de soulèvement et de montrer que, quel que soit le type de volcan qu'il a pu observer, l'île Julia, l'Etna, les îles Lipari, mais également le Vésuve, tous ces volcans se sont formés par accumulation successive de matériaux volcaniques, de lave, de scories et de cendres. Lorsqu'il revient à Paris en 1832, il ne publie pas tout de suite ses résultats. Il s'oppose toutefois de manière ferme à toute utilisation de la théorie des cratères de soulèvement qui sont faites notamment par Léon Célie de Beaumont et par Armand Dufresnoy au cours de leur exploration de la France et de la réalisation d'une carte géologique de la France, en particulier lorsqu'ils s'intéressent aux volcans éteints du Vivarais, au Mont d'Or, au Cantal, et qu'ils attribuent leur origine justement à un soulèvement. Pour pouvoir répondre avec des arguments clairs et issus d'une expérience de terrain, Léon Célie de Beaumont entreprend, quelques mois plus tard, après la publication justement de leurs résultats et des débats qui ont lieu dans le sein de la Société géologique, il entreprend une expédition sur l'Etna qui dure plusieurs semaines entre septembre et octobre 1834, à l'issue de laquelle il réalise cette carte de l'Etna, la première qui fut publiée à Paris, ainsi qu'un modèle en relief qui est aujourd'hui conservé à l'École des Mines et qui joue un rôle déterminant dans sa démonstration. Donc Léon Célie de Beaumont, en quelques mots, était un ingénieur des mines formé à lever des plans avec une approche qui est davantage mathématique que ne pouvait l'être celle de Constant Prévost. À travers cette carte et ce relief, il met en avant notamment la platitude de l'Etna. Contrairement à l'image répandue depuis Pindare de l'Etna comme une colonne du ciel. À travers ce relief en particulier, il montre deux choses. La première, c'est que la partie centrale de l'Etna, qui est davantage bombée que tout le reste, correspondrait à une gibbosité centrale qui, elle, serait le fruit d'un soulèvement vertical violent qui serait intervenu au moment de la naissance du volcan. A contrario, l'ensemble de ce qu'il appelle les talus latéraux qui entourent cette gibbosité centrale, eux, auraient été formés par l'accumulation successive des matériaux ignés. En montrant de manière sensible, en permettant de toucher du bout du doigt toutes les sinuosités et les infractuosités de l'Etna, Léon Célie de Beaumont cherche à démontrer l'application de la théorie de von Buch. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'expérience de terrain qui l'aura conduit à vouloir démontrer cette théorie. Parce qu'effectivement, avant de se rendre sur l'Etna, Léon Célie de Beaumont n'était pas d'accord pour appliquer la théorie de von Buch à l'Etna. Et c'est justement sur le terrain, alors que le savant géologue allemand l'accompagnait et lui montrait du doigt l'ensemble des structures qu'il avait lui-même pu observer par le passé, c'est au cours justement de cette transmission et de ces sociabilités sur le terrain que Élie de Beaumont s'est persuadé de cette théorie et a entrepris de la démontrer. À travers, il a réalisé un certain nombre de vues, notamment celle-ci qui a été prise près des Monti Rossi, où on assiste d'une certaine manière à la déconstruction et à la reconstruction du paysage à travers le regard du géologue. En effet, entre la partie supérieure et la partie inférieure, on voit que Élie de Beaumont ne retient que les arêtes, que les courbes, que ces éléments saillants qu'il vient annoter, faisant abstraction de l'ensemble de la végétation, de l'ensemble de ces éléments qui justement dissimulent les structures.
L'ensemble de ces dessins sont instruits par les mesures d'angle qu'il réalise tout au long de son voyage sur le terrain, mesures qui viennent justement corriger les imprécisions et les imperfections du dessin. En faisant ceci, en faisant l'ensemble de ces dessins, il le dit dans son mémoire publié en 1838, « J'avais voulu transporter le spectateur jusqu'à l'Etna ». Ainsi, à travers ces images participent pleinement d'une démonstration qui vient redoubler les gestes du géologue Von Busch qui, justement, lui désignait les structures. À son tour, il vient les montrer et les transmettre aux géologues parisiens. Surtout, ce qui est intéressant dans la démarche de Élie de Beaumont, c'est son intérêt pour les pentes et leurs inclinaisons. Il observe que il délimite 3 types de pentes, les pentes inférieures à 3 degrés, les pentes intermédiaires et les pentes qui seraient rapides, supérieures à 18 degrés. Et justement, il montre que la gibbosité centrale de l'Etna est caractérisée par des pentes rapides, tandis que toute la partie des talus latéraux sont caractérisées par des pentes beaucoup plus faibles, et que justement, en fonction de la nature de ces pentes, l'apparence, le faciès des laves se trouve différent. Pour les laves qui s'épanchent sur des pentes rapides, elles ne peuvent s'agglomérer et conduisent justement à un terrain qui est relativement dénudé, où on voit émerger les structures les plus anciennes de l'Etna, tandis que sur les talus latéraux, aux pentes inférieures à 3 degrés, il observe que les laves s'épanchent sous forme de nappes continues horizontales. À partir de là, il observe notamment dans la vallée d'Albove, que l'on peut voir ici légèrement à droite, à l'est de la gibbosité centrale, qui est une structure d'effondrement qui est marquée par des bordures dures très saillantes. Et justement, il observe au niveau de ces bordures différents types d'agencement du terrain, de différentes pentes, avec pourtant pour chacune le même faciès. C'est de là qu'il en déduit qu'initialement, toutes les laves qui s'étaient épanchées à l'horizontale et par la suite avaient subi ce mouvement vertical à différentes étapes ayant conduit à ce qu'il pouvait observer. Au retour de sa mission, et particulièrement en 1835, c'est le moment où la controverse s'établit à Paris entre Élie de Beaumont et Constant Prévost, qui vont personnaliser d'une certaine manière ces débats à partir de leurs expériences de terrain. Devant l'Académie des sciences et devant la Société géologique, ils mettent sous les yeux des différents savants les échantillons, mais aussi les images, la maquette qu'ils ont pu réaliser afin de sanctionner leurs observations. C'est la proposition théorique de Léoncide Beaumont qui est retenue, ce que vient appuyer quelques semaines plus tard le vote sanction de l'admission à l'Académie des sciences. En effet, lorsqu'ils ont présenté leurs travaux fin novembre et début décembre 1835, Léoncide Beaumont et Constant Prévost candidataient également pour devenir membre de l'Académie des sciences, et Élie de Beaumont obtient 45 voix contre 3 pour Constant Prévost, ce qui montre justement la réputation qu'il avait et son rayonnement scientifique, son aura scientifique à ce moment-là. L'ensemble de ces débats continue d'avoir lieu encore dans les années qui suivent. En particulier, la presse se fait une caisse de résonance de ceci, mettant en avant aussi la position de Arago, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui était du côté de Léoncide Beaumont, de son avis, contre Constant Prévost, qui n'advient justement, qui n'arrive à avoir une légitimité au niveau des institutions comme l'Académie des sciences qu'à partir de 1848, ayant été tenu à l'écart, notamment à partir de justement de ses observations et de son esprit critique. Les tensions se prolongent donc jusqu'à la mort de Constant Prévost en 1856 et vont trouver une résolution dans les années 1860. Je voudrais m'intéresser maintenant aux années 1850 dans la mesure où elles témoignent de nouveaux questionnements et de nouvelles méthodes, avec notamment l'apport de la chimie à l'étude des volcans. En repartant d'un propos de Constant Prévost, en effet, en 1852, lors d'une nouvelle éruption de l'Etna, il avait désiré se rendre une nouvelle fois sur le volcan pour pouvoir comparer sa mission de 1831-32 avec l'état actuel du volcan. Surtout, il n'a plus les mêmes questions
Et il s'interroge en particulier sur la question de quelle est la cause des éruptions et quelle est cette force qui conduit au soulèvement de la colonne de lave à l'intérieur du cône. En 1855, il n'a toujours pas pu se rendre sur l'Etna, cependant, malgré l'autorisation de l'Académie des sciences, dans la mesure où il est alors âgé, en partie malade et possède un certain nombre de responsabilités en tant que professeur à la Sorbonne, ce qui l'empêche de pouvoir retourner sur le terrain comme il l'aurait souhaité. À cet égard, il formule un ensemble de recommandations qui vont justement être appliquées par les vulcanologues qui vont suivre. Notamment, un de ses propos est particulièrement éclairant. Il écrit dans un projet d'exploration de l'Etna: « J'avais bien éprouvé et compris lors de mon voyage en Sicile et en Italie que sans des connaissances et des expériences précises et nombreuses au point de vue de la physique et de la chimie, les géologues exclusivement observateurs seraient toujours arrêtés dans l'explication théorique des effets volcaniques les plus consciencieusement observés. » Ainsi, il montre l'intérêt nouveau pour une approche chimique appliquée à l'étude des volcans. Et c'est Charles Saint-Clair de Ville qui va se rendre sur l'Etna en 1855 et en 1856, qui va être le premier à appliquer ce paradigme chimique dans l'analyse des volcans. Notamment, au cours de sa mission, Charles Saint-Clair de Ville va s'intéresser aux fumerolles, c'est-à-dire à l'ensemble des émanations gazeuses, au niveau des laves, au niveau des crevasses. Il va en déduire une classification en fonction de la température et des matériaux qui sont émis, qui vont lui permettre d'accéder d'une certaine manière aux phénomènes qui se produisent à l'intérieur du volcan. À défaut de sauter dans le cratère à la manière du philosophe antique Empédocle, il va justement user de la chimie comme d'un moyen de restituer à partir des produits qui sont émis au niveau des fumerolles les réactions qui ont eu lieu en profondeur. Cependant, nous avons peu de données de sources à propos de Charles Saint-Clair de Ville et davantage à propos de Ferdinand Fouquet qui mena une mission au moment de l'éruption de l'Etna en 1865. Ferdinand Fouquet, qui avait été formé initialement à l'école normale, avait reçu un enseignement pratique de la part de Charles Saint-Clair de Ville lors d'une mission commune en 1861 sur le Vésuve. C'est là que Saint-Clair de Ville avait transmis à Fouquet son enseignement concernant les manières de recueillir les gaz et de les analyser. Et justement, Ferdinand Fouquet va pouvoir mettre en application l'ensemble de ces observations, de ces méthodes et de ces observations au cours de l'éruption de 1865, une des éruptions les plus violentes qui eut lieu au 19e siècle, et au cours de laquelle il va essayer de montrer la régularité des phénomènes et de faire émerger des lois concernant les phénomènes notamment chimiques. Cette éruption donc, a lieu au niveau du flanc est-nord-est de l'Etna, légèrement au-dessus de Giare, au niveau du Monte Frumento. On peut voir sur cette colonne qui est centrée au niveau de cette carte. L'information avait circulé très rapidement jusqu'à Paris grâce à la médiation du consul de France à Catane, Longobardo, qui avait prévenu De Ville, qui avait par la suite fait en sorte que ce soit Fouquet qui soit dépêché sur le terrain pour pouvoir continuer et prolonger ses propres recherches. Dès son arrivée, Fouquet et ses compagnons de voyage, que l'on peut voir ici sur cette photographie du campement, s'installent d'abord à Giare et chez des habitants locaux, qu'il s'agisse dans une ferme locale à Fossacchia d'un certain Salvatore ou dans une maison de berger qui appartenait à un certain Antonio Racciete. Au cours de cette mission, mobilise trois personnes venues de Paris. Ferdinand Fouquet, qui se trouve à gauche de cette photographie. En dessous, le photographe Paul Berthier et également son assistant Asseline. Mais également, dès leur arrivée sur l'Etna en Sicile, Fouquet va très rapidement faire la connaissance du professeur de chimie Orazio Silvestri, que l'on peut voir également sur cette photographie, qui va accompagner tout au long de ces expéditions, de ces mesures sur le terrain, de ces observations chimiques, Fouquet, apprenant aussi de son aîné de 7 ans. Fouquet avait en effet pris sous son aile Silvestri pour lui enseigner ce que lui avait enseigné à ce préalable Saint-Clair de Ville.
Les guides, Antonio Racite, Salvatore, ont joué un rôle prépondérant dans cette expédition, dans la mesure où ils connaissaient le terrain et ils ont accompagné Fouquet tout au long de ses observations, le guidant sur les chemins à emprunter. Les photographies prises par Berthier jouent un rôle fondamental dans cette éruption de 1865, dans la mesure où elles rendent pour la première fois visibles directement les phénomènes éruptifs, et notamment les fumées. Ce reportage photographique permet notamment à Fouquet d'apporter à Paris l'ensemble des phénomènes qui ont eu lieu et de les mettre littéralement sous les yeux des membres de l'Académie des sciences. Concernant les dessins qu'il réalise, je suis partie de 3 sources différentes pour restituer cette histoire de l'éruption de 1865. C'est-à-dire les lettres officielles adressées à l'Académie des sciences, mais aussi la correspondance privée adressée à sa femme, Marie Fouquet, et l'ensemble des documents, des dessins et des annotations qui sont présentes dans son carnet conservé à l'Académie des sciences. Dans ce carnet, notamment, on voit l'importance prise par les analyses chimiques, de géologie chimique, et on peut restituer l'ensemble des pratiques que déployait Fouquet, à l'aide de différents réactifs comme l'hydroxyde de potassium. Il essayait de déterminer la composition de chacune des fumerolles qu'il explorait à partir donc de la classification de Saint-Clair-de-Ville, afin de pouvoir établir une loi quant à la régulation, quant à la variation dans le temps des produits émis. Ici, je vous propose un détail d'une des pages du carnet qui permet vraiment de se rendre compte de la méthode même graphique et de la disposition des éléments, avec l'idée qu'il va d'abord s'intéresser à la fumerole, essayer de déterminer en fonction de la classification sa nature, à partir de la température qu'il va mesurer à l'aide d'un thermomètre, mais également à l'aide de barres de métal, comme des barres de zinc, qu'il va faire fondre pour pouvoir, en connaissant les seuils de fusion, déterminer la température. L'ensemble de ces mesures lui permettent, au fur et à mesure de sa mission, de déterminer l'ensemble des natures des fumerolles et d'y revenir à différents moments afin de voir ce qui a changé. Aussi, Fouquet tente de réfléchir à la disposition spatiale de ces fumerolles et déploie donc une analyse spatiale au cours de ses observations. On peut le voir en effet sur ce document où Fouquet va mettre en relation les différentes analyses et les différentes fumerolles avec un croquis d'une des moraines qui se trouve au bord du front de la coulée, pour pouvoir essayer de voir comment, en fonction de cette moraine, il y a une différenciation des matériaux émis. Au cours de ces observations, Fouquet va également mobiliser un ensemble d'analyses concernant les pentes sur lesquelles se sont épanchées les laves, pour observer à partir de quelle inclinaison il n'est plus possible pour les laves de former des lits continus solidifiés. En cela, il s'inscrit dans la continuité de Éléon Célie de Beaumont et de Charles Saint-Clair-de-Ville, qui prônaient donc cette théorie des cratères de soulèvement. Et à cet égard, il va notamment réaliser un ensemble de mesures des altitudes à l'aide d'un baromètre, Gay-Lussac, qui lui permettait de déterminer la pression atmosphérique en différents points. À l'aide de ces différentes mesures, et en mesurant aussi la distance à pied entre chacun des points qu'il observait, il a pu se référer, il a pu reconstituer les pentes et leurs inclinaisons. Pour ce faire, il s'est servi de l'annuaire du Bureau des longitudes de l'année 1865, qui possédait notamment des tables mathématiques avec des calculs qui ont été fournis par Laplace, notamment le mathématicien et physicien. À partir de là, il pouvait déterminer, en ayant 2 mesures, à une station basse et à une station haute, l'altitude entre 2 points, et ensuite, moyennant des calculs de trigonométrie, il pouvait en déduire toutes les informations nécessaires à la restitution de la topographie du terrain observé. Cet annuaire du Bureau des longitudes est l'occasion de mentionner le rôle fondamental qu'a joué sa femme, Marie, dans la mission. Si elle n'était pas présente, devant s'occuper des enfants du couple, elle était un intermédiaire précieux à Paris pour Fouquet, afin de lui transmettre un ensemble de matériaux qu'il avait publiés, d'instruments ou d'outils comme cet annuaire,
et était un relais également auprès de Charles Saint-Clair de Ville, qui était le garant de la mission et le garant de Ferdinand Fouquet au niveau de l'Académie des sciences. L'ensemble de ces mesures donc, de la topographie lui permettent de reconstituer sur son carnet le front de la coulée, comme on peut le voir ici, avec la représentation spatiale donc, de cette coulée. Régulièrement, on peut voir les mesures de la pression atmosphérique et les mesures de distance qui lui permettent de réaliser une cartographie de l'Etna, une cartographie qu'il élabore peu à peu dans son carnet, et qui est davantage à penser comme un calque que l'on viendrait superposer à la carte, à la magnifique carte, comme il a pu l'appeler, de Sartorius von Walterhausen, qui est la carte de référence pour se repérer sur l'Etna. Justement, il venait l'actualiser par l'ensemble de ces mesures. Et ici, c'est la version publiée donc, de cette petite portion de l'éruption de 1865 qui devait venir se superposer à la carte de référence. Enfin, pour revenir sur les photographies qui ont joué un rôle fondamental dans la mission, j'ai voulu vous montrer les originaux des photographies telles que conservées à la Bibliothèque nationale de France, au site Richelieu. Parce que ces photographies sont avant tout des objets matériels qui circulaient de main en main une fois rapportés à Paris. À partir de ces notamment ces photographies étaient des outils importants pour pouvoir en déduire de nouvelles connaissances. C'était des outils heuristiques qui faisaient le relais de la rétine du savant. Il permettait notamment de focaliser sur certains détails qui vont servir d'argument une fois de retour à Paris. La réalisation, donc voilà. Il est vraiment important. Je vais conclure donc sur ma dernière partie avec la mission donc, à partir de l'année 1879. En effet, donc en 1879, une rupture intervient. Fouquet se rend de nouveau sur l'Etna et il retrouve le volcanologue Orazio Silvestri qui l'avait accompagné en 1865. Cependant, cette mission est la dernière qui va vraiment être marquante du point de vue des voyages savants. En effet, à partir de 1879, l'ensemble des éruptions vont davantage être couvertes sur place, in situ, par le volcanologue Orazio Silvestri, qui se fait le relais auprès de l'Académie des sciences, ne nécessitant plus de dépêcher sur place des savants français notamment. Au cours de cette mission, de ces éruptions de 1879, les dessins demeurent très importants, notamment pour reconstituer l'éruption et donner lieu à un ensemble de maquettes qui restituent, à la manière de Léoncide Beaumont par le passé, la topographie du terrain. La photographie continue de jouer un rôle fondamental, même si les progrès permettent, notamment grâce à l'instantané, d'en faire un outil chronophotographique pour analyser les différentes séquences des éruptions. De plus, il se produit un double effet de sédentarisation à Paris et sédentarisation au laboratoire de chimie et sédentarisation sur place à l'aide au niveau des instruments sismographiques qui marquent cette dernière période du 19e siècle. Les mesures micrographiques, donc, comme on peut le voir ici, permettent au laboratoire de restituer les processus de solidification et de cristallisation des éléments contenus dans les laves et sont l'objet d'un ensemble d'expériences synthétiques en laboratoire. Sur le terrain, une approche de des déformations liées à au tremblement de terre permettent de déployer un cadre d'études sismographiques avec l'installation opérationnelle en 1883 d'un ensemble de sondes sismographiques déployées par Orazio Silvestri dans le cadre de la fondation du nouvel observatoire fondé sur l'Etna. Ces mesures permettent de réfléchir de déréaliser le rapport à l'Etna et de l'observer sous un nouvel angle, celui de ces courbes. Enfin, en 1879, donc, pour revenir là-dessus, et sur cette période de 1879 à 1892, l'ensemble des pratiques se sédentarisent, notamment avec le développement de cet observatoire de l'Etna fondé en 1879 et qui offre un cadre nouveau pour les études volcanologiques. Cet observatoire est situé à 2900 mètres d'altitude et permettait d'être au plus près du terrain pour des missions permettant aux savants de résider un certain nombre de jours d'affilée, voire
pendant un mois parfois sur le terrain, observant de nouveaux phénomènes, notamment des phénomènes continus permettant et déployant une nouvelle inventivité en termes de pratique. Ainsi, des mesures spectrophotométriques sont menées par Annibale Rico ou des mesures sur la température de la lave sont menées par Bartoli à l'aide de matériel comme des pyromètres ou des calorimètres. Je conclurai sur ce mot de Jaggard, qui est un volcanologue américain qui a fondé l'Observatoire volcanologique d'Hawaï. En effet, son propos témoigne du changement d'état d'esprit qui marque la dernière période du 19e siècle, étant convaincu que ce ne sont plus des missions de terrain régulières qui vont permettre de faire progresser les connaissances en volcanologie, mais davantage des observations continues à l'intérieur d'observatoires fixes qui permettent d'observer les changements de manière de plus en plus précise, changements qui échappaient à la conscience des volcanologues. La conscience des volcanologues qui menaient des missions plus espacées et justement qui menaient des voyages limités dans le temps. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour cet exposé très complet. Je suis très content que vous attiriez l'attention sur Sainte-Claire-de-Ville en particulier, ce travail, parce que c'est un aspect qui est très peu connu. Je vais juste faire une petite remarque au début. Il faut parler de Descartes quand on parle du feu central. Hein. Et puis, il faut parler de Descartes à propos du feu central. C'est ça le point de départ. Et puis, mentionner Dolomio au passage, c'est quand même aussi important parce que c'est quand même l'origine profonde des laves, c'est une des grandes découvertes de la volcanologie. Cela dit, votre exposé est très minutieux et très intéressant. Je vous remercie de nous l'avoir présenté ici. Maintenant, il y a sans doute des questions dans la salle. Jacques? Exposé très documenté. Très documenté. Alors, je voulais simplement poser une petite question sur le travail extraordinaire qu'a fait Élie de Beaumont sur l'Etna. Vous savez, il a fait des milliers de calculs et vous en avez trouvé quelques-uns, vous les avez regardés? Léonce de Beaumont ne fait pas référence aux calculs en eux-mêmes, mais par contre, il a produit en pièces complémentaires un tableau avec des dizaines et des dizaines de mesures d'angle. Et c'est justement à partir de ces mesures d'angle qu'il a élaboré, comme j'ai pu vous le montrer, sa réflexion. Après, c'est vrai que je n'ai pas de document manuscrit pour Léonce de Beaumont sur ces calculs. Il y a une masse considérable de documents à la bibliothèque de l'Académie. Hein. Il y a 17 cartons sur Élie de Beaumont. Mais surtout, je ne sais pas où ils sont maintenant, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait des centaines, voire des milliers de calculs qui étaient quelque part dans les souterrains de la Société géologique de France. D'accord. Alors, je ne sais pas trop où ils sont maintenant, mais je ne crois pas que ce serait bon. C'est simplement un travail purement technique, parce que ce qu'a fait Élie de Beaumont, du point de vue, même si c'est complètement trompé dans son interprétation, c'est le travail technique qu'il a fait justement sur la géodésie, enfin sur la topographie de l'Etna, c'est quand même tout à fait extraordinaire, vous voyez. Oui. Alors, écoutez, bonne chance pour les retrouver. Ce sera une perspective pour la suite. Remarque, question? Merci. Je vais donner la parole à Pierre Briol maintenant.